bienvenue sur Europe 1. Je ne vous cache pas que je suis d'excellente humeur ce soir parce que j'ai retrouvé Fifi de retour de vacances, qui est là en pleine forme, bien reposée. Et puis nous avons eu le bulletin scolaire de fin d'année et grâce à vous tous, nous progressons encore dans les sondages. Alors au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité qui nous touche beaucoup. Je voulais remercier particulièrement vous qui nous suivez depuis tant d'années, les petits nouveaux qui nous ont rejoints en cours de route, et puis tous ceux, vous qui témoignez chaque soir avec beaucoup de sincérité, parce que sans vos appels, il faut bien le dire, cette émission n'existerait pas. Alors on compte sur vous, comme chaque soir, sur vos appels au 39 21. Quentin et Assiba vous attendent et vont vous accueillir chaleureusement. Vous pouvez également réagir par SMS au 7 39 21. Il y a déjà Olivier le patrouilleur qui est présent. Il me dit qu'il y a de gros orages actuellement sur l'Alsace. Il y a Coco d'ailleurs qui me dit je ne reçois plus la radio actuellement, il y a un gros orage au-dessus de chez moi, je ne vous entends plus. Mais Olivier le patrouilleur me dit allez, c'est l'orage actuellement, mais moi le coup de foudre, c'est pour la libre antenne que je l'ai eu. Et puis vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. Nous sommes ensemble et en direct comme tous les soirs de la semaine jusqu'à 1h. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, je vous appelle parce qu'il m'est arrivé une histoire un peu incroyable hier. Donc j'ai envoyé un SMS à une de mes sœurs. Oui. Parce que je lui ai expliqué que le problème qu'avait ma mère en ce moment, et même depuis longtemps, je lui ai expliqué que de toute manière on ne pouvait pas grand chose parce que c'était la faute de mon autre sœur, voilà. Parce qu'elles ont toujours eu une relation bourreau-victime, j'appelle, mais vraiment elles ont une relation fusionnelle. Et donc je lui ai expliqué sur le SMS que nous on n'y pouvait rien, elle est pas bien et elles vont pas bien et il faut que on n'y pouvait rien. Et au lieu d'envoyer ce SMS à ma sœur, je l'ai envoyé à l'autre, à celle qui est concernée. Celle qui est concernée. Aïe, ah oui. Inconscient quand tu nous tiens. Ouais, voilà. Ah oui, ça c'est terrible et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, d'envoyer des messages finalement de se tromper. Alors on se dit c'est un acte manqué, on dit dans notre jargon de psy, c'est-à-dire quelque chose qui nous pèse, qu'on n'arrive pas à exprimer directement à la personne, qu'on ne sait pas bien comment lui dire ou on voit ça parfois dans les infidélités, des liaisons où on envoie des personnes envoient un message qui est destiné à l'amant ou à la maîtresse et puis il l'envoie en fait à leur femme ou à leur mari. Et comme ça, l'infidélité est découverte. Et parce que cette infidélité leur pèse. Je prends cet exemple-là, au fond. Donc là, c'est comme si, en envoyant ce message à votre sœur, vous vouliez lui faire part de lui dire quelque chose. Bon, comment a-t-elle réagi ? Eh bien, elle a réagi en m'envoyant un SMS en me disant que j'étais une fouteuse de merde. Ce que je reconnais, du coup, je reconnais que, bon, voilà. Mais cette sœur-là, moi je vais l'appeler Sylvie, elle a, voilà, dans la famille, disons que mes parents, ils sont divorcés. Mais ma mère, depuis toujours, ma mère, elle fait très attention à la beauté. C'est quelque chose qui la fascine. Elle a ce côté beauté, les filles très belles, les princesses et tout ça. Et ma sœur Sylvie, elle est très jolie et elle a même remporté un concours sur la région. Elle a eu ses photos et tout ça. Et ma mère, c'est vraiment. Et alors moi, je dis ça parce que de toute manière, même si on me dit c'est toi qui le vois comme ça. C'est pas vraiment. Je sais que on a eu un jour, mais on était très jeunes, et on était toutes les quatre dans la cuisine. Et une de mes sœurs, Katia,
que j'appelle Katia, mais qui va pas bien du tout, qui est très très dépressive, qui est même alcoolique, lui a dit: maman, si tu te réincarnais dans une de nos quatre, laquelle tu choisirais? Oui. Moi, je suis beaucoup plus âgée. Moi, je suis l'aînée. Donc, Oui. je savais pertinemment qu'est-ce qu'elle allait répondre. Et donc, elle a répondu, la plus jolie, Sylvie, voilà. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que c'est vraiment la préférée. Donc, quand on va chez ma mère, les photos qu'il y a partout au mur, c'est ma sœur, parce que toutes les photos qu'il y a eu sur elle et tout, voilà. Et ça choque même les gens qui viennent. Des gens qui disent: mais c'est incroyable, et vous êtes pas en photo? Moi, ça me dérange pas, j'ai pas envie d'y être. Mais bon, nous, on a banalisé la chose, mais on l'a peut-être pas tant que ça banalisé, puisque, en fin de compte, on est dans la famille, on lui parle jamais, enfin, comment dire, on lui dit jamais les choses en face. C'est-à-dire qu'on va se plaindre d'elle toujours, les unes les autres. Et ma mère, elle est toujours avec elle. La relation est vraiment fusionnelle, c'est-à-dire que tous les week-ends, elle y est toujours. Elle l'aide beaucoup. Elle lui fait son repassage. Elle lui fait tout un tas de choses. Et en même temps, quand elle rentre, elle se plaint. Tu comprends, voilà. Tu comprends, c'est comme ça. Tu comprends, Sylvie, elle a fait ça, puis tu comprends. Enfin, c'est toujours. Elle toujours se plaint auprès de vous. Elle se plaint auprès de nous. Et ma mère n'est pas très autonome. Et en vieillissant, elle est de moins en moins. Le divorce, là, vraiment, elle n'a pas réussi à avoir une autonomie de femme. Elle est toujours avec nous. C'est-à-dire que si on s'occupe pas d'elle, elle est toute seule. Hein. Donc, elle est continuellement avec ma sœur Sylvie, toujours. Et votre sœur Sylvie, elle a une vie personnelle? Elle a une vie, oui, mais elle a toujours. Alors elle, il lui faut toujours, de manière qu'elle soit à côté. Il lui faut toujours des représentations. Elle a toujours des amis. Elle a toujours. Et c'est toujours comme ça. Même quand elle est seule, il faut qu'elle appelle ma mère pour lui dire: tu peux venir parce que je suis seule. Il y a toujours, elle monte à cheval, mais il faut toujours que ma mère vienne la regarder monter à cheval. Elle a sa fille, c'est pareil. Il faut toujours, voilà. Et c'est surtout Véronique, ma sœur Sylvie, ce qui est un tout petit peu embêtant, c'est que, en fin de compte, elle fait pas du tout attention à nous. Elle est dans un non-respect complet. Elle est tellement dans cette valeur, enfin, ma mère, qui l'a tellement mis au-dessus des autres que, elle est un peu, comment dire, c'est un peu comme on va pas dire un bourreau à l'extrême, mais elle manque un peu de, comment on peut dire, elle va faire des choses, mais elle ne peut pas nous respecter, rarement. C'est-à-dire, elle vous paraît égocentrique. Égocentrique, voilà, oui. Très égocentrique. Mais je n'arrive pas, moi, alors c'est pour ça que quand j'ai envoyé ce SMS, ma fille m'a appelé pour me dire, enfin j'ai appelé ma fille plutôt, elle a 23 ans, et elle m'a dit: mais maman, il faut absolument que tu lui parles, tu sais bien Véronique, mais ça m'étonne pas, tata, que ce soit comme ça m'étonne pas, parce que elle était d'accord avec le message que je lui avais envoyé, mais elle m'a dit: il faut que tu lui parles. Il y en a marre dans cette famille où on se parle pas. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui dises: bon, d'accord, t'as fait un acte manqué. D'accord, mais là, il faut vraiment que tu arrives à lui parler. Et je me suis retrouvée avec ça, mais je me suis dit, et donc j'étais voir ma mère, je lui ai expliqué. Et ma mère a dit: non. Manière, elle voudra jamais te parler. C'est fini. Elle ne te parlera plus de toute manière. Et puis moi c'est pareil. Je vous parle plus. Je parle que à elle. Et puis c'est tout, à Sylvie. Et puis c'est tout. Voilà. On est encore dans on parle pas. Donc ça veut dire que, je suis avec ce problème-là. Je me demande, je dis bon voilà, où j'ai une sœur en moins, ou est-ce que je vais tenter quand même de lui d'aller la voir et de lui dire: écoute, excuse-moi. Oui. C'est qu'il y a des raisons et que je voudrais bien qu'on en parle. Ça serait peut-être une occasion de tenter quelque chose. Oui. Et en fait, j'ai un ami avec qui j'ai un peu parlé ce matin qui m'a dit: mais tu es comme ça. Tu as je n'arrivais pas à gérer un conflit. Il me connaît bien, il me dit, que ce soit dans mon milieu professionnel, que ce soit dans ma famille, il m'a dit: on vous a pas appris. Mais non. Voilà. Non, et votre lapsus par SMS en témoigne. Ouais, c'est-à-dire que ce message qui ne lui était pas adressé,
ce message lui était en réalité adressé. Et d'ailleurs, vous lui avez envoyé à elle. Donc, ce que vous n'arrivez pas, ce que vous ne parvenez pas à lui dire par peur du conflit, votre inconscient s'en est chargé. Et finalement, ça peut être une bonne chose que vous essayiez de parler avec elle, parce que cette position de chouchou, on va dire, qu'a occupé votre sœur, et que l'on retrouve dans de nombreuses familles, qui paraît enviable, n'est pas si enviable que ça, parce que ça éveille la rivalité de la fratrie, forcément, quand il y a un chouchou. Mais en plus, vous dites que elle a été investie. Pourquoi votre sœur? Sur sa beauté, sur son apparence. Finalement, elle était là pour flatter le narcissisme de votre mère. D'accord. Ce qui, en soi, est un rôle très problématique quand même. Ben oui, de toute manière, j'ai toujours dit que je n'aurais pas voulu être à sa place. Voilà, vraiment. C'est très fragile pour se construire. Très fragile, oui. Et ce qui fait que, pardon, je vous laisse parler. Pardon, votre mère est une belle femme? Non, pas vraiment. Oui. Pas vraiment. Et par contre, c'est vrai qu'alors là, vraiment, et elles sont avec mes tantes, c'est pareil. La beauté est synonyme, est synonyme de richesse, de beau mariage, de princesse. Enfin, elles sont quand même dans ce schéma-là qu'elles n'ont pas vécu, et elles sont toujours avec ça en tête, quoi. Pour elles, les belles femmes, elles ont forcément une meilleure vie. Elles sont encore avec leur belle maison, enfin elles ont ces schémas-là. Mais ma mère, c'en est un point, mais elle nous dit, par exemple, comme réflexion, tu vois, moi j'ai des beaux petits-enfants, tu vois, puis alors sa sœur, tu vois, ils sont beaucoup moins beaux. Je dis, et alors là, on les aime moins alors, parce qu'ils sont moins beaux. Je dis, moi là, par contre, je lui pardonne pas quand elle. Oui, c'est toujours dans ce. Voilà, c'est terrible parce que on reste en surface. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est vraiment on reste dans l'apparence des choses et pas dans ce qui fait la personnalité de quelqu'un, qui est tout aussi important. Oui, c'est important. Au fond, les qualités humaines d'une personne. Or, votre sœur, il faut qu'elle soit jolie, qu'elle soit belle, qu'elle corresponde comme ça à cette image de jolie femme. Mais il y a aussi, on peut dire, d'une belle personne qui est des qualités humaines. Mais non, là, on reste dans la jolie vitrine. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'elle sorte de ce moule-là. Et c'est très piégeant. C'est d'autant plus piégeant que vous dites au fond avec vos sœurs, vous l'avez mise à part parce qu'elle forme elle forme un couple avec votre mère. Voilà, c'est ça, oui. Parce que votre mère l'a investi pour réparer un peu son histoire. Oui, c'est ça, oui. Et alors, le problème, c'est que, si vous voulez, dans toute fratrie, il y a des rivalités. Oui. Donc, ça, c'est assez courant. Mais c'est les parents, et on l'entend bien dans votre histoire, là, Brigitte, ils ont toujours un rôle déterminant. Et ça s'est particulièrement envenimé parce que vous ne vous sentiez pas aimé pour ce que vous étiez, pour votre personnalité à vous. J'ai pas compris. C'est-à-dire que il y avait pas. C'est comme si vous n'aviez pas votre place là dans cette histoire. Il y en avait une qui était surinvestie et les autres. Eh ben les autres. Vous, quelle place aviez-vous? Alors moi, je suis l'aînée. Oui, alors en tant qu'aînée, voilà, quelle place aviez-vous? Alors moi, j'ai une place. Ma mère a été très prise par les. On est 5 en tout. Elle était très très prise par les autres. Moi, j'ai grandi. Je sais quelle place. Je sais que j'ai beaucoup pris en charge mes sœurs parce que ma mère, elle nous parlait pas.
Donc tout ce qui était la féminité, tout ce qui était les règles, tout, j'ai tout expliqué à mes sœurs. Parce que moi, j'ai jamais, ma mère ne nous parlait pas de ça. Voilà. J'ai toujours fait un peu attention. Parce que ma mère est vraiment, ah oui, on était des beaux bébés, mais après, on était beaucoup moins intéressants et intéressantes. Voilà, enfin vraiment, quelle place j'avais. Moi, ce que j'ai eu comme chance dans cette famille, c'est que j'aimais lire. J'ai une passion pour les livres, et donc mon refuge, c'était les livres. D'ailleurs, maintenant, je suis bibliothécaire. Et je dis toujours que les livres m'ont sauvée, parce que mon frère est parti. Il y a eu un souci de communication aussi, mais vraiment rien. Mais ma mère ne l'a pas accepté, et elle attend toujours que mon frère lui dise pardon et il téléphone. Ça fait de ça, mon frère, moi j'ai 52 ans, mon frère il a 50 ans, voilà. Bon, voilà. Et c'est comme ça. Elle est restée là-dessus. Il faut qu'il me téléphone. C'est comme ça. Bon, voilà. Donc mon frère, lui, c'était le seul garçon. Donc oui, il a été vraiment aimé, lui, vraiment. En tant que garçon, c'est ça. C'était le seul garçon. Oui. D'accord. Alors donc lui, il jouait au football. Ils avaient beaucoup parié sur lui et tout ça. Et mon frère, lui, il jouait au football, mais que pour avoir des copains. Et il a aussi un peu déçu mes parents, par contre, à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une histoire, et ça s'est disputé, puis voilà. Parce que mon frère a préféré aller avec sa copine plutôt que d'aller à un match. Il n'avait pas tort. Et ce qui fait que ça avait, voilà. Et donc c'était là, ça a été le grand scandale. Voilà, donc il est parti, et puis voilà. Donc après, il y a la troisième. Alors la troisième, c'est beaucoup plus grave. Parce que elle est différente de nous. On est des blondes, elle est brune. Intelligente, très intelligente. Enfin, moi, en tant qu'aînée, je lui ai appris à lire, tout ça, je voyais bien qu'il y avait un potentiel. Eh bien, elle, je crois qu'elle a vraiment, alors là, ça n'a pas été. Elle a fait des fugues, elle s'est mariée très tôt, et avec, vraiment, ça a été vraiment, elle a une vie, c'est vraiment dramatique. Maintenant, elle est alcoolique, vraiment. Oui, c'est terrible. Et voilà. Oui. Et donc, elle a, et toujours, il fallait jamais rien dire. C'était toujours, mais elle va très bien. Ma mère ne passait son temps à nous faire croire qu'elle allait bien. Et donc, qui c'est qui a pris en charge cette sœur ? Eh bien, c'est toujours la même, ma sœur Sylvie, qui, elle, toujours pour les grandes causes, à s'occuper, mais elle s'occupe beaucoup, elle s'occupe, mais pas en profondeur. Je viens, voilà, et puis quand il y avait des problèmes très graves, elle n'était plus là. Oui. Quoi. Oui, mais peut-être qu'elle s'occupe parce qu'il y a quand même chez elle une culpabilité d'être la chouchou. Vous voyez, souvent quand l'enfant préféré, ça engendre souvent un sentiment de culpabilité chez lui, d'être le ou la préférée. Ah, mais c'est ça, quand il sent que les autres, du coup, sont un petit peu délaissés. Cette position n'est jamais enviable d'être le chouchou. D'accord, oui. Donc voilà. Alors donc c'est pour ça que je pense que par rapport à votre question, c'est plus complexe que bourreau-victime. Oui, d'accord. Ouais. Parce que je pense que votre sœur est finalement plus victime que bourreau dans cette histoire. Et sortir de ce côté un peu manichéen. Oui. D'accord. Et dire que bon, c'est peut-être aller vers elle en disant dans un gage d'apaisement, dire oui, j'ai envoyé un SMS un peu lapidaire, mais est-ce que ça peut nous donner l'occasion enfin de nous parler, alors qu'on a été si peu habitués à se parler dans notre famille. Oui. Parce que c'est vrai que jamais on n'ose lui parler. Elle est tellement sur son... Voilà, puis bon, mais parce qu'on ne lui a pas... Mais finalement, Brigitte, on ne lui parle pas. Elle doit être belle. Vous savez l'adage, sois belle et tais-toi. Oui, c'est ça, oui. Puis de toute manière, elle, par contre, elle a du répondant. C'est-à-dire que... Tant mieux pour elle. Voilà, et donc c'est vrai que si, par mégarde, on fait des choses et elle ne le sait pas, eh bien là, par contre, elle est capable d'être méchante, odieuse. Alors, vous parlez beaucoup de votre mère. À un moment, vous avez évoqué quand même vos parents. Votre père, lui, comment se comportait-il Alors, bien lui, le divorce, il y a eu un divorce il y a à peu près une vingtaine d'années, même plus. Divorce difficile, parce que ma mère étant pas du tout autonome, ça n'a pas été facile, mais elle a quand même trouvé du travail. Elle a eu un ami et tout ça, mais malheureusement, cet ami, il a trouvé qu'on était beaucoup trop présente. Moi, moins.
j'avoue, parce que j'ai vraiment fait attention à ça, parce que bon, moi, je suis assez indépendante de cette famille, et je trouvais que si ma mère ne devenait pas indépendante, on allait s'en occuper de trop, quoi. Donc je l'ai trouvé très bien, moi, cette amie, mais mes autres sœurs ont trop demandé, elles avaient leurs enfants petits, tout ça, il a fallu que ma mère, elle y aille les garder, tout ça. Ce que je voulais dire, ma question, c'était un peu par rapport à vous, enfants, et notamment vous en tant que fille, quel regard il portait sur vous, parce que c'est important le regard d'un père sur ses filles. Alors, moi, mon père, pas facile, pas facile parce que je me souviens pas. Je me souviens très bien que il était assez difficile avec nous. Il était pas, il travaillait beaucoup. Il rentrait. Il était quand même comment il était. On nous parlait pas beaucoup, quoi. Nous, moi, j'ai toujours dit j'ai toujours l'impression qu'on grandissait tout seul. Sans parole. Voilà, on faisait une bêtise, et on nous engueulait, c'était vraiment le gros truc. Et puis sinon, on nous expliquait pas pourquoi. Donc voilà, quoi. Bon, je me souviens pas vraiment d'avoir eu. Voilà, moi je dis toujours, on nous a élevés, qu'on nous a pas vraiment éduqués. Mais tout était bien, on avait une maison, mes parents travaillaient beaucoup, on allait au bord de la mer, en vacances. Alors en vacances, pareil, on nous posait, on allait au bord de la mer, allez hop, on s'amusait, on rentrait. Voilà, quoi. Par exemple, moi qui jouais beaucoup puis qui m'en allais très loin sur la plage et tout, si je rentrais puis que le repas était fini, c'était terminé, c'était fini, on t'a appelé, allez hop, c'est fini, je mangeais pas. Voilà, c'était comme ça, c'était. Mais voilà, mais bon, heureusement que vous aviez vous les livres. Hein. Enfin, en même temps quel formidable refuge pour vous, la lecture, les mots, parce qu'on l'entend dans votre façon, vous, de vous exprimer. On sent, vous êtes, vous, très bien construite, très bien structurée, intelligente. Enfin, ça a dû être, vous avez découvert un autre monde, un autre univers, avec cet univers des mots, du langage et justement toutes ces émotions que vous deviez ressentir, que cette petite fille comme ça, très sensible que vous étiez, à travers les livres. Et oui, alors, et puis donc du coup, moi c'est vrai que ça m'a un petit peu, ce métier, cette façon, ça m'a peut-être un peu écartée aussi de la famille. Je suis la seule à avoir un métier comme ça. Les autres sœurs, elles ont fait moins d'études et tout ça. Donc déjà, moi, dans la famille, j'ai cette particularité. Voilà, au niveau, je suis l'aînée. Voilà, donc et donc c'est moi qui, quand il y a des soucis comme ça, c'est moi qui vais parler, qui dit là ça va pas. Et c'est moi qui dérange en fait. J'ai toujours l'impression que je dérange du coup. Oui, parce que vous dites les choses. J'essaie de les dire, oui. Pas toujours facile. Enfin, j'essaie de les dire. Alors pour le moment, j'ai toujours pas parlé à cette sœur. Vous essayez de. Voilà. Oui, vous avez essayé. Je pense que vous allez pouvoir y arriver. Ouais. Peut-être que Lali, là, je reçois un message de Lali qui dit si elle refuse, en tout cas, de vous parler, ou si vous avez du mal, vous pouvez essayer de lui écrire. Voilà, de lui écrire. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, oui. Oui, trouver les bons mots et puis éviter, parce que moi j'ai une petite sœur, donc la dernière. Alors c'est elle qui a vécu le plus proche d'elle. Voilà. Donc elles sont en conflit permanent. Elles sont en conflit permanent. Mais ça vient de l'enfance, parce que forcément, tout vient de l'enfance. Voilà, grandir, voilà. Donc elle, bien sûr, elle est un peu, elle est de mon côté. Mais on voit bien que votre mère continue à entretenir ces conflits entre vous. Quand elle vous dit là, quand vous avez essayé de lui en parler, en disant mais elle ne te parlera pas et elle ne te parlera plus jamais, et moi non plus. Donc quand elle se plaint à vous aujourd'hui, dans le présent, de votre sœur, il ne faut pas rentrer dans le jeu de votre mère. D'accord. Parce que vous voyez bien qu'elle se plaint d'elle, mais dans les faits. Aujourd'hui, enfin là, ces jours-ci, quand vous lui avez parlé en disant qu'elle pourrait peut-être être un médiateur, être un lien, certainement pas. Donc elle continue à alimenter, alors qu'elle en est à l'origine, cette rivalité entre vous, pour garder son emprise et sa toute-puissance. D'accord, oui, en fin de compte. Donc elle se plaint d'elle auprès de vous, mais c'est une façon d'entretenir la rivalité entre vous. D'accord. Donc parlez à votre sœur. C'est une façon aussi de
de sortir de cette d'essayer de sortir un peu de cette rivalité de l'enfance qui est je dis pas ça va être compliqué parce que c'est très enraciné, c'est très ancré et votre mère continue à l'alimenter. Ouais. Alors dans la mesure où vous en prenez conscience, il faut essayer de plus rentrer dans le jeu de votre mère. D'accord. Je vais vous lire quelques messages qui arrivent pour conclure par courriel. Chaudron de la Barre qui dit: est-ce que les autres membres de la fratrie sont unis face à cette matriarche hantée par le culte de Narcisse, où la scission est-elle avérée? Vous avez déjà répondu. Oui. Et puis demander comment votre père avait réagi face à ce culte exacerbé de l'apparence, mais vous avez également répondu. Et puis il y a Héliotrope qui demandait si votre sœur n'offrait-elle pas plus de photos d'elle à votre mère que vous-même. N'offrez pas plus de photos d'elle. Oui, parce que vous disiez qu'il y avait beaucoup de photos de votre sœur et pas vous. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'être accrochée au mur comme ça. Voilà, c'est ça, vous n'êtes pas dans le même rapport. Et puis, il y a Isaac qui dit: une fratrie féminine dominée par Narcisse, une problématique très âpre où les conflits sont inévitables. Apparemment, la matriarche joue un rôle central dans le culte de la représentation, ce qui accentue inévitablement les rivalités entre les autres membres de la fratrie. N'y a-t-il aucun homme dans le cercle familial qui viendrait contrebalancer ce narcissisme exacerbé? Les hommes, ils étaient absents, hein. Ils étaient là, mais assez absents. Mais c'est intéressant parce que là, par contre, j'avais pas vu du tout ce côté-là. Ah ouais, c'est intéressant de voir que c'est, en fin de compte, c'est ma mère et puis c'est nous qui sommes toutes les victimes, en fin de compte, alors que nous, on avait mis le point. Enfin, mais ça serait intéressant de voir comment votre mère a été investie en tant que fille, hein, aussi. D'accord, oui, bien sûr. Mais là, bien sûr, moi, j'ai eu un peu discuté, et c'est la petite dernière, de la famille, il y avait la guerre, tout ça, c'était pas facile. Oui, je pense que ces femmes-là, à cette époque-là, ça devait pas être facile de devenir une femme, comme nous, elles n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant pour pouvoir comprendre les choses. Et je pense, oui, que ça n'a pas dû être très facile. Je peux comprendre. Oui, puis comment, en tant que fille, elle a été investie? C'est-à-dire, il y a quelque chose de... vous voyez, la petite fille qui doit être belle, alors peut-être on ne lui a pas dit suffisamment qu'elle était aimable aux yeux de quelqu'un. Et... Alors, il y a Moon aussi qui dit: les termes que vous utilisez, Brigitte, sont riches de sens. Dans votre fratrie, on parie sur les garçons et on met sous verre la jeune fille à la beauté idoine afin qu'elle ne se fane pas. Cueillir la rose avant qu'elle ne dépérisse ne l'empêche pas de souffrir des ravages du temps. Votre jeune sœur a dû souffrir de cette idéalisation qui n'a pas dû lui permettre de trouver une place autre que celle imposée par la déesse Narcisse, incarnée par votre mère. Vous portez un lourd poids sur vos épaules, prenez de la distance vis-à-vis des conflits familiaux et essayez de rétablir un dialogue serein avec votre jeune sœur. Et c'est assez juste, parce que quand il n'y a que la beauté comme investissement, c'est difficile. Le fait de vieillir est compliqué. Parce oui, que... c'est vrai, parce que là, ma sœur, maintenant, elle commence, donc ça peut être beaucoup plus angoissant. Parce que la lutte, ça peut devenir une lutte, et on a beau lutter contre le temps. Vous me direz, maintenant, il y a beaucoup de soins, il y a la chirurgie, la chirurgie la jeunesse, ça ne donne pas la jeunesse. Non, on ne rattrape pas la jeunesse quand même. Ça fait un semblant, mais ça ne donne pas la jeunesse. Donc quand on a misé que sur la beauté et l'apparence, c'est plus angoissant de vieillir. Oui, parce que nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles s'entourent maintenant d'amis qui sont seuls, qui sont un petit peu délaissés. Et qui, donc, du coup, ma sœur, ils sont autour d'elle, quoi. Et elle a toujours un peu sa cour, du coup. Elle a juste changé de... Voilà, c'est plus comme avant. Mais c'est vraiment une cour. Elle a toujours... c'est assez incroyable, ça. Moi, je regarde ça avec... Elle arrive toujours à trouver des amis, mais c'est vraiment une cour, hein. Elles sont vraiment... Il y a toutes ces copines là sont toujours autour d'elle, c'est vraiment et quand on creuse un peu, c'est quoi ces femmes? Elles sont toutes seules, elles n'ont pas d'enfants, elles sont un peu avec
des histoires avec d'amour un peu pas très belles et tout ça. Et par contre, donc ma sœur, elle a vraiment, c'est des cadeaux, c'est vraiment incroyable. Elle est toujours avec cette cour comme ça. Et elle arrive toujours à. Mais oui, mais elle a trouver. besoin. Narcisse a besoin mais oui, a besoin d'être contemplée. Alors pour conclure, deux messages qui arrivent. Kléber qui dit attention parce que la chute n'en sera que plus vertigineuse quand l'adulé sera délaissé. Donc c'est pour ça que je pense ça repose sur une grande fragilité. Oui. Et puis Françoise qui nous écrit aussi un petit courriel pour dire je suis terriblement, elle le met entre guillemets, en empathie avec Brigitte qui vit dans une histoire dans une famille où on ne parle pas des véritables problèmes. Elle est heureusement qu'il y a les bouquins. Je fais la même chose. La lecture est une merveilleuse évasion. J'ai eu une formation de documentaliste. Peut-être Brigitte pourrait-elle écrire à sa sœur. Je suis sûre qu'elle le ferait très bien. Ben, je vais essayer. Oui, ça, on me sent très à l'aise avec les mots. Mais oui, bon. Je crois que c'est important d'en parler, de lever les non-dits. Oui, très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir, Brigitte. Merci, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bernard Lavillier, cause perdue. Alors, je reçois un petit message de Marine. Ah non, je pense que c'est Marine qui a eu cette semaine son bac et le permis le même jour. Et c'est sa maman qui a une pensée pour elle et qui la félicite. Alors félicitations à vous Marine, vous allez passer de belles vacances je pense. Et puis je voulais faire moi un petit clin d'œil amical à Constance qui voulait souhaiter bon courage à tous ceux qui sont sous les orages ce soir, bonnes vacances à tous les autres. Et puis elle me dit allez, promis, je vais arriver à lâcher la souris et à prendre mon téléphone, c'est décidé, en rentrant de vacances je vous appellerai. Écoutez, je vous attends alors ma chère Constance. Alors on va accueillir tout de suite Laetitia. Bonsoir Laetitia. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de pouvoir discuter avec vous ce soir. Et moi aussi, vous avez une jolie voix. Merci, c'est gentil. Voilà, j'ai essayé de vous joindre en fait. Alors c'est plus un problème d'ordre affectif. Et là c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à trouver une issue, donc j'ai besoin d'avoir un avis. Donc en fait j'ai rencontré en fait cet homme il y a 11 ans. C'est une relation en fait qui a débuté à la fac et qui a été assez fusionnelle. Donc on est restés 5 ans ensemble. Alors il y a eu beaucoup comme dans toute histoire, je pense qu'il y a eu beaucoup d'aspects positifs, mais c'est une relation qui a été aussi assez destructrice dans le sens où c'est quelqu'un qui m'a beaucoup menti et qui m'a trompée également à plusieurs reprises. Donc j'ai essayé je n'ai rien résolu, mais c'est vrai que j'ai voulu mettre de la distance entre nous. Donc je me suis éloignée en déménageant, en m'installant dans une autre ville. Lui de son côté, on a fait de même. Et malgré ça, on n'a pas vraiment réussi à se séparer puisqu'on se voyait tous les week-ends. Et ensuite, donc les tromperies ont continué, de son côté en tout cas, à se multiplier. Et j'ai trouvé le courage de mettre un terme à la relation. Donc on s'est séparés maintenant, ça va faire 6 ans. Oui. Donc je n'ai eu aucune nouvelle de sa part et de mon côté je ne donnais pas non plus. Donc on n'avait vraiment plus notre numéro de téléphone, plus de mail, plus aucun contact pendant 6 années. Et là il est revenu vers moi par l'intermédiaire d'une personne en fait qu'on connaît tous les deux. Donc il est revenu vers moi par cet intermédiaire-là il y a environ 4 à 5 mois. Donc j'ai été très surprise et sur le coup aussi très contente d'avoir de ces nouvelles. Oui. Donc j'ai eu ses coordonnées en fait par cette personne et on a décidé de se revoir. Donc il s'est déplacé pour venir dans la ville dans laquelle je vis. Et alors je ne sais pas si j'ai besoin de démystifier cette relation, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait très très plaisir de le revoir et je me suis rendu compte aussi que de mon côté, les sentiments étaient encore là. Donc on a beaucoup discuté, mais sans qu'il me dise réellement ce que lui devenait, en tout cas sentimentalement. Il m'a beaucoup parlé de son professionnel, moi aussi, mais
On n'a pas vraiment parlé de ce qu'on devenait sentimentalement l'un et l'autre. Et alors, je ne sais pas si c'est l'effet de choc mais c'est vrai qu'après qu'on se soit rencontrés, j'ai eu une extinction de voix pendant à peu près 3 jours. J'étais incapable de sortir le moindre mot. Oui, aussi certainement. Oui, vous avez réagi très fort. On dit rester sans voix, c'est pas anodin. Je pense aussi que c'est pas anodin. Donc après qu'on se soit vus, donc on n'a plus de contact du tout en fait ensemble. Donc j'ai contacté ses parents en fait, que je connaissais à l'époque puisqu'on est restés 5 ans ensemble. Et pour quelle raison vous avez contacté ses parents? Je voulais savoir en fait ce qu'il vivait. Alors j'ai pas eu le courage de lui demander quand on s'est vu s'il était en couple ou pas. Donc je voulais savoir en fait ce qu'il. Vous les connaissiez bien? Vous aviez de bons rapports avec eux? Alors avec son père oui, avec sa mère un peu moins. D'accord. Alors je pense qu'elle mettait les formes parce qu'elle savait que son fils tenait beaucoup à moi. Oui. Mais on va dire qu'on avait une relation plutôt cordiale, elle et moi. D'accord. Mais vous les avez appelés pour leur demander quelle était la situation de leur fils? Non, je leur ai demandé en fait, parce qu'à l'époque... Oui, j'imagine que vous l'avez fait plus finement que ça. De manière un peu plus subtile. Oui. À l'époque, on évoluait dans un secteur d'activité commun, donc je les ai appelés en fait en mettant en avant ce secteur d'activité et que je souhaitais avoir de ses nouvelles puisque j'avais appris qu'il était de retour, parce que c'est quelqu'un en fait à la base qui voyage énormément dans le cadre de son activité professionnelle. Et là, donc son père m'a donné en fait le numéro de fixe de son fils en insistant pour savoir si j'étais pas une de ses ex. Donc je lui ai dit non. Il m'a expliqué effectivement que son fils en fait était revenu de son travail et qu'il s'était installé avec sa compagne qu'il a rencontrée dans le pays où il était parti travailler. Et qu'actuellement la situation était assez tendue entre eux et qu'il ne souhaitait pas que je mette les pieds dans le plat. Donc quand j'ai su tout ça, c'est vrai que je vous avoue que ça m'a fait très plaisir. Et alors j'ai quand même gardé mes distances. Donc après qu'on se soit vu dans la ville dans laquelle je vis, je n'ai plus aucune nouvelle. Donc je l'ai relancé 3-4 mois plus tard par mail pour savoir ce qu'il devenait, s'il était sur le point encore de partir à l'étranger dans le cadre de son travail. Et là, il m'a répondu en me disant que pour l'instant les choses étaient en cours et il me proposait en fait qu'on puisse se voir en fait, puisqu'il était encore de passage dans la ville où je vis. Donc là, on s'est vus, et alors de mon côté, les choses ont été encore assez intenses. Et de son côté, elle aussi, puisqu'il m'a dit qu'il ressentait pas mal de choses, qu'il se demandait pourquoi on s'était séparés tous les deux. Et là, il m'a expliqué effectivement qu'il vivait avec sa compagne qu'il avait rencontrée dans le cadre de son voyage à l'étranger. Et que c'était assez difficile puisqu'il y avait une interculturalité très forte et que apparemment il n'arrivait pas forcément à communiquer et il se rendait compte qu'ils avaient des attentes différentes. Donc j'ai entendu tout ça, j'ai écouté tout ça, j'ai fait en sorte de ne pas me positionner et de ne pas lui donner d'avis ni de conseils. Mais j'ai senti, il l'a dit également, qu'il avait des sentiments très forts pour cette femme-là et qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne. Donc, on a passé la soirée ensemble. Et vous lui avez demandé alors pourquoi il revenait vers vous? Non, jamais justement. Mais parce que c'était alors, je ne sais pas justement si c'est pour... Alors, en même temps, il revient vers moi, oui et non, parce que j'ai le sentiment qu'il revient vers moi uniquement lorsqu'il a de mes nouvelles. Mais autrement, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'a jamais eu la démarche de revenir directement, même le premier contact qui s'est fait il y a 4 à 5 mois. Oui, mais c'est lui qui a repris contact avec vous, non? Oui, mais par l'intermédiaire d'une personne qu'on connaît tous les deux. Mais c'est vrai que je déplore que lui ne l'ait pas fait directement. Oui, mais c'est cette personne qui vous a mise en relation? Oui, tout à fait. Oui, mais il aurait pu décliner cette proposition. Oui, je pense que cette personne, effectivement, si elle l'a fait, c'est avec son accord. Oui, c'est ça, c'est là où il est quand même très ambivalent. Ouais. Bon, je vous laisse poursuivre. Et alors ensuite, donc là, on s'est revus encore il y a à peu près 3-4 jours. Donc il m'expliquait qu'il s'était séparé de sa compagne, qu'elle est retournée dans son pays où il l'a rencontrée en fait d'origine pour qu'elle a trouvé un travail qui lui convient, etc. Et ensuite, alors c'est vrai qu'il se posait pas mal de questions. Il se demandait s'il n'allait pas s'installer dans la ville où je vis pour
pour essayer aussi de trouver du travail et pour faire aussi ce qui lui plaît, puisque bon, il milite en même temps dans une association qui est implantée dans la ville où je vis. Et alors c'est vrai que ça m'a fait plaisir aussi d'entendre ça, et voilà, je me suis projetée peut-être un peu loin aussi dans mon esprit. Et là où, alors, mais à chaque fois ça reste toujours très platonique en fait quand on se voit. C'est vrai que lui n'exprime pas les choses clairement et moi non plus. Maintenant, ce qui me surprend, c'est que j'ai reçu un message par mail de sa mère en fait aujourd'hui qui me demandait clairement de laisser son fils tranquille. Donc là, alors sachant que bien évidemment il est adulte, majeur et vacciné comme on dit. Oui. Donc c'est vrai que mais comment est-elle au courant que vous vous revoyez? C'est qui lui en parle? Alors elle sait exactement dans quelle ville je vis et je pense que lui aussi, à mon avis, a dû lui dire certaines choses. Je pense qu'il a dû également lui dire certaines choses. Et enfin, on a quand même une relation tous les deux assez fusionnelle, encore une fois. Enfin, c'était une relation quand même assez longue. Fusionnelle et platonique? Alors, platonique pour le moment, je dirais. À travers ce que je vis là actuellement. Hein. Alors, quand je dis pour le moment, c'est-à-dire, c'est-à-dire, parce que ça me laisse dubitative. C'est vrai que j'aimerais que les choses... Oui, j'entends bien. Que les choses puissent évoluer, mais actuellement, c'est vrai que ça reste assez calme. Enfin, on est beaucoup en retrait l'un envers l'autre. Oui. Et je pense qu'on n'exprime pas forcément au fond ce qu'on ressent. Mais maintenant, voilà, j'ai l'impression que la situation est assez compliquée. Je ne sais pas exactement ce qu'il vit avec cette femme-là. Je suis pas sûre que la rupture... Qu'est-ce qu'il veut exactement et puis alors, entre la mère qui vient s'en mêler enfin, qu'est-ce que c'est que tous ces intermédiaires Enfin, la mère qui vient vous envoyer un mail en vous disant de laisser son fils tranquille, ça veut dire que lui parle à sa mère, en même temps il parle à sa mère du fait qu'il vous revoit, mais en même temps il n'est pas, il est avec vous, après tout il vous revoit, c'est très fusionnel me dites-vous, mais en même temps il continue la relation avec l'autre femme. Il sait pas ce qu'il veut cet homme. Je suis perplexe, Laetitia, dans ce que vous me dites, parce que je comprends pour vous, cet homme vous a, cette rupture a été compliquée. Difficile, vous dites, il vous a beaucoup menti, trompé. Vous avez pris la décision de le quitter. Finalement, vous le retrouvez et il est avec vous. Quand vous le revoyez, ça se passe bien. Ça a un côté très valorisant pour vous, de revoir comme ça quelqu'un dont vous étiez très amoureuse. Et de voir que il y aurait une possibilité de retenter quelque chose, de refaire quelque chose, finalement, que cet homme n'est pas insensible à vous, qu'il pourrait, voyez que vous avez laissé une empreinte. C'est, comment dire, je vais pas dire flatteur parce que c'est pas dans ce sens-là. Je veux dire, ça fait du bien, c'est réconfortant. Pour autant, est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses qui peut vous arriver de renouer avec cet homme? Alors c'est la question que je me pose, parce qu'il y a quand même eu pas mal de blessures effectivement, et je suis pas sûre au fond effectivement d'avoir vraiment tout pardonné. Donc les choses. Quand il y a un tel passif, c'est là où c'est problématique. Ouais. C'est là où c'est problématique. Et vous voyez, je reçois un message du subversif qui dit: votre courage de rompre recouvrait deux aspects qui n'en faisaient qu'un. Celui de décocher au cœur une flèche vengeresse sans qu'il puisse riposter. Êtes-vous maintenant apaisé? C'est une question. Très spirituel. Oui. Ouais. Et il ajoute: votre relation fut névrotique. Croyez-vous qu'elle ne le serait plus aujourd'hui? Il enfonce le clou. Probablement. Oui. Mais c'est plus ça. Et je trouve que tel que ça redémarre, c'est là où j'ai quelque inquiétude. La façon dont cela redémarre. Je trouve que ça, je peux me tromper, hein,
Mais je suis vraiment là je partage, vous voyez là, je rejoins tout à fait l'avis du subversif. Je trouve que ça prend cette tournure. Vous revoyez, il y a 4 mois, après de nouveau il repart, voilà, et puis il revient. C'est très fusionnel, mais il s'éloigne. La mère qui rentre dans le circuit par mail. Enfin, tout ça ça me paraît, c'est hyper embrouillé, c'est hyper. On crée le désir, on va pas jusqu'au bout. C'est oh là là là. Donc quoi vous allez vous mettre? Moi j'aurais envie de vous dire, vous voyez, je serais une amie à fuir. Vraiment, n'ouvrez pas une plaie. Vous avez, à un moment, vous êtes sorti de cette relation, il revient vers vous, vous pouvez vous dire, bah oui, vous seriez prêt, tiens, il pourrait mordre à l'hameçon. Bah non. Vous lui tendez l'hameçon, mais vous lui retirez. Vous repartez. C'est même pas ça, vous passez à autre chose. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que je pense que vous avez tout à fait raison. Mais de mon côté, alors c'est vrai qu'il faut peut-être que j'ai besoin aussi de démystifier cette relation. Oui, mais parce que et c'est très compliqué quand vous avez été très blessé, donc à un moment vous avez dû rassembler vos forces et il y a tout ça, cette histoire de flèche vengeresse. Oui, il y a de ça parfois dans une rupture, hein. Et puis quand il y a la possibilité qui est donnée par les hasards de la vie de retrouver cette personne, on se dit, tiens, il y a un certain pouvoir qui est donné. On se dit, tiens, j'ai l'autre de nouveau il y a une relation qui serait plus une relation de pouvoir derrière. Cette relation d'amour, de pouvoir. Mais à quel prix pour soi-même, parfois? C'est tentant, c'est terriblement tentant. Oui, probablement. Enfin, à mon niveau, c'est vrai que je ressens pas quand même avec lui en tout cas ce rapport de domination. Non, de votre côté, ça pourrait être. C'est-à-dire de dire là, vous pouvez avoir un pouvoir sur lui. Moi, je trouve que les bases, la façon dont on redémarre l'histoire me paraît problématique, à nouveau. Mais bon, c'est mon point de vue, hein. Me demander un avis, je peux tout à fait me tromper. Je trouve que déjà, il n'est pas libre, il est avec quelqu'un dont il vous parle et il revient. Enfin, c'est pas clair, il n'est pas clair. Non, c'est vrai. Alors, il y a Fabrice d'Angers aussi qui dit beaucoup trop de zones d'ombre, fuyez. Notre message qui dit c'est pas ce qu'il veut. Eridan qui dit pourquoi autant d'intermédiaires antagonistes. Laetitia est peut-être une Capulet, son ex-compagnon un Montaigu. Lali dit Laetitia, pensez-vous qu'il ait vraiment changé? Et puis quelqu'un dit attention. Alors ça, c'est une question aussi que je me suis posée. Ouais. Et effectivement, je me la pose très souvent. Je pense qu'il va y avoir une raison. Et puis quelqu'un qui dit attention, peut-être que dans sa relation, c'est problématique avec sa compagne et il peut chercher à s'étourdir un peu ou noyer quelque chose, son chagrin avec vous. Ouais. Et puis il y a Isaac qui dit quelle voix sensuelle et enivrante en effet, mais bon, allez, il se récupère. Il dit la problématique est de savoir pourquoi vous ne parvenez pas à vous défaire de ce lien tissé avec un homme qui vous a beaucoup menti, dites-vous. Pourquoi reprenez-vous et interrompez-vous cette relation qui vous laisse tantôt sans voix, c'est important, et souvent sans repère? Qu'attendez-vous de cet homme? Vous n'avez eu aucune relation sentimentale après vous être séparés une première fois de cet homme. Que de questions, il est vrai, mais votre voix m'incite à creuser votre témoignage. Je suis sous le charme, dit Isaac. Heureusement que vous l'avez récupéré. Mais c'est important aussi, vous le retrouvez, vous en perdez votre voix. Hein. Attention aussi, parfois notre corps nous envoie des signaux forts. Hein. Bon. Aucun commentaire positif. Je cherche. Alors attendez. Oh là, alors là, non, je ne vais pas vous lire. Thibaut Philo, il est toujours dans les références culinaires, soit peut-être un cuisinier. Il dit, cette histoire, c'est comme manger un gâteau qui nous a déjà écœuré une première fois. Et puis, Poupig, il dit, peut-être que cet homme est sous l'emprise de ses parents et ça l'empêche d'évoluer. Qu'elle le laisse. Et puis quelqu'un dit non, moi je suis de votre avis, Caroline, et je partage aussi celui du subversif. Bah non, j'ai pour le moment, non.
Il y a Tom qui dit quel est le rôle de la mère ici. Ouais, et Petite Hirondelle dit ça sent bon la nostalgie, mais la tentation d'y retomber n'est pas le plus simple des choix. Et puis Moon qui dit fuyez cet homme, vous avez vécu une belle histoire, laissez-le passer là où il se trouve, préservez-vous, car les faits semblent montrer que votre histoire ne dépassera pas une forte attirance. Essayez de passer à quelque chose d'autre, ne serait-ce que pour votre propre équilibre. Bon. Non, je pense que vous avez tous raison. Ce serait plus sage. Puis Fabrice d'Angers qui dit soyez patiente, vous allez trouver votre voie, VOIE, votre propre chemin. Vous les avez frappés tous, vous nous avez tous subjugués avec votre voix VOIX. Allez, avec une voix pareille, Laetitia, vous allez en charmer plus d'un. Ne vous laissez pas trop absorber là. Non, c'est vrai. Faites attention. Ok. Bon, mais après, écoutez, nous on vous donne votre point de vue. Hein. Vous êtes une grande fille, vous faites ce que bon vous semble. Hein. Non, mais je pense effectivement que c'est aussi ce que je pensais, que c'est préférable effectivement de laisser certaines histoires, surtout lorsqu'elles sont douloureuses derrière soi. Bonne chance à vous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir Laetitia. Caroline. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. C'est effectivement la deuxième heure de cette libre antenne, toujours en direct, jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour témoigner. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr. C'est ce que vient de faire Chaudron de la Barque, qui revenait sur le témoignage de Brigitte, qui nous parlait de ce SMS envoyé par erreur à sa sœur. Brigitte qui nous parlait de son amour des livres. Alors il dit, vous qui aimez les livres, je vous recommande une très bonne pièce de théâtre d'un auteur espagnol, Federico García Lorca, autour du thème de la beauté, de la solitude et du langage des fleurs. Il s'agit de Donna Rosita, la célibataire, ou le langage des fleurs. Belle lecture à vous et douce nuit. Et puis des messages aussi qui arrivent au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors il y avait Laetitia qui disait alors j'ai aucun message positif autour de ces retrouvailles avec cet homme qu'elle avait connu il y a 11 ans. Eh bien, il y a Eridan qui dit mais moi j'adore la toile shakespearienne de l'histoire de Laetitia. C'est vous Caroline qui déromantisez mon message. Non mais, dit Eridan. Ah bah écoutez, j'ai lu tous les messages qui arrivaient et qui allaient un petit peu dans le même sens, mais ça va vous faire plaisir, Eridan, et à Laetitia aussi si elle est encore à l'écoute. Il y a Juliette aussi qui a appelé le 39 21, mais c'est dommage Juliette que vous n'ayez pas témoigné. Juliette ne voulait pas intervenir directement. Elle a juste appelé pour laisser son message. Elle dit elle était en désaccord avec ce qui se disait. Elle dit un amour est un amour, peu importe comment Laetitia le vit. L'amour fait toujours souffrir, sinon ce n'est pas de l'amour, selon Juliette. Son histoire existe. Elle vit avec des risques et dans la vie, il faut savoir prendre des risques, dit Juliette. Allez, je voulais faire un petit clin d'œil amical à Lali qui dit « Moi, il y a une chose que je n'oublierai pas dans ma valise pour partir en vacances, c'est mon petit poste de radio pour vous écouter. Bonnes vacances à tous. » Vous avez bien raison puisque l'émission va continuer pendant tout l'été. Moi, je vais prendre quelques semaines de vacances, mais dès lundi, vous retrouverez Caroline Veil à ce micro et au
mois d'août, c'est Sophie Peters que vous aurez également le plaisir de retrouver. Pour l'instant, nous allons accueillir Amine. Bonsoir Amine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi, merci de me faire passer à l'antenne. Je vous en prie. Alors, je vous appelais parce que je suis un peu déstabilisé en début d'été, en fait, et j'ai un petit peu j'ai été secoué dernièrement parce que j'ai été adopté. Moi, j'ai une histoire dans l'adoption. À ma majorité, j'ai retrouvé ma famille biologique. Oui. Je suis né en France et j'ai été adopté donc par une famille française et donc j'ai retrouvé cette famille qui est d'origine algérienne. Donc c'était une belle aventure pour moi en même temps, mais douloureuse par moments parce qu'il y a la quête d'identité qui était là. Il y a eu à reconstruire ou à faire la synthèse non pas de mes deux identités mais de mes deux familles, et pour arriver ça a pris beaucoup de temps, ça a été très douloureux, et enfin il y a quelques années j'ai trouvé de la sérénité et je me suis trouvé, voilà, vraiment, et j'ai été aujourd'hui je tire qu'une richesse en fait de mon histoire et du positif. Et une fois être sorti du tunnel dans lequel j'étais pendant plusieurs années, j'ai eu envie d'écrire mon parcours avec comme motivation le fait j'avais vraiment besoin de le coucher sur papier, que cette histoire existe, je sais pas, qu'elle ait une présence, qu'elle ait justement, psychanalytiquement, la reconnaissance que j'avais pas eue à la naissance, n'étant pas reconnue et abandonnée, une certaine forme peut-être de reconnaissance de l'histoire, pas de ma propre personne, mais de l'histoire. Et puis le fait aussi de peut-être vouloir le partager avec d'autres. Et pour moi, un livre, c'est aussi du partage, quoi. Et beaucoup ça. Et moi, je suis quelqu'un qui écrit des poésies, qui écrit des petites nouvelles pour mon plaisir, parce que je suis à l'aise avec cette forme d'écriture. Mais écrire une autobiographie à 34 ans, j'arrivais pas, quoi. Je bloquais, j'ai essayé de l'écrire moi-même plusieurs fois. Et c'était impossible parce que peut-être que j'avais pas assez de narcissisme pour écrire à la première personne, ou je sais pas, je me posais plein de questions. Et j'ai pas honte de dire que j'ai voulu me faire aider de quelqu'un dont c'est le métier. Oui. Parce que voilà, je sais pas. Par rapport à ce travail d'écriture que vous souhaitiez entreprendre. Voilà. Et donc en 2010, j'ai contacté un écrivain. Et je lui ai posé la question, on s'était rencontrés, je lui ai posé la question, est-ce qu'il serait capable d'écrire pour moi, c'est-à-dire sous forme d'entretien, un peu comme une psychothérapie, comme ça se fait, et d'écrire mon histoire parce que c'est une histoire un peu douloureuse, c'est un peu comme une pelote de laine, il faut tirer le fil du bon côté pour dérouler le fil, et je pensais que moi-même, je pouvais pas être jugé parti. C'était un peu difficile, donc c'était un peu... Pour moi, avoir un écrivain, un regard de thérapeute, un peu presque un regard impartial. Et on a commencé à travailler en 2010, à faire des entretiens. Mais cet écrivain, je voulais vous demander un peu un conseil, parce que je vous écoute beaucoup. Et cet écrivain m'a demandé de l'argent en échange de son travail. Chaque mois, je le rémunérais. Moi, ce n'est pas un écrivain public, c'est un... un écrivain donc, qui faisait un travail de nègre, hein, comme on appelle. Je lui ai donné de l'argent, qui étaient des grosses sommes pour moi, mais qui sont les sommes normales. Dans le milieu de l'édition, c'est des sommes normales. C'est vrai que toute peine mérite salaire, c'est un travail. Et au bout d'un an, en 2010, j'ai pas vu une ligne de ce qu'il avait écrit. Il me disait toujours, je vous envoie la semaine prochaine, je vous envoie la semaine prochaine, je vous envoie la semaine prochaine. Et en même temps, c'est très éprouvant parce que c'est un concentré sur 6 mois d'une psychothérapie qui aurait pu prendre 10 ans,
où moi, je me suis énormément investi à raconter toute mon enfance, mon adolescence. J'en ai pleuré parfois, pas pleurer de malheur, mais d'être libéré. Je suis revenu sur des événements douloureux. C'est très intense comme travail. Et au bout d'un an, je lui dis, mais monsieur Untel, enfin voilà, je regarde l'anonymat, je lui dis, mais pourquoi vous ne me rendez pas de semaine en semaine? Ça fait 6 mois que vous me dites que vous me rendez mon travail. Il me dit, oh, j'ai autre chose à faire, et puis ça m'intéresse plus de l'écrire. Donc voilà, ça s'est arrêté au bout d'un an. Il m'a remboursé l'argent que je lui avais donné. J'ai quand même réussi ça, mais j'ai eu le sentiment d'être très très mal en janvier dernier, d'avoir raconté ma vie, mon intimité, l'intimité de ma vie à quelqu'un qui n'en a rien fait. Oui. Et mais moi je suis quelqu'un qui rebondit. Oui, mais c'est douloureux. Là, je comprends ce sentiment parce que vous avez livré cette histoire, c'est très intime de vous-même, ou comme vous dites, c'est ça. En évoquant votre histoire, ça fait rejaillir en vous des émotions. Vous vous êtes livré avec beaucoup de sincérité à cette personne. Et quand il vous dit, ça ne m'intéresse plus d'écrire. Enfin, c'est comme si toute cette rencontre, tous ces échanges, il ne pouvait rien en sortir de fécond. Oui. Donc c'est violent ce qu'il vous assène. Oui. Même si, c'est-à-dire que là où qu'il y ait que tout travail, comme vous dites, mérite salaire, qu'il se fasse payer en échange de son salaire, ce n'est pas ça qui est contestable. Mais c'est le fait qu'il, en cours comme ça de travail, ils vous disent, et de cette façon aussi désinvolte, ça ne m'intéresse plus. Alors heureusement que vous avez cette capacité, cette force en vous intérieure qui vous fait que vous avez pu l'entendre autrement, mais quelqu'un d'autre de plus fragile aurait pu entendre, vous ne m'intéressez pas, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça aurait pu créer un effondrement. Oui. Alors moi généralement, parce que j'ai vécu beaucoup de choses dures dans ma vie, je rebondis toujours. Et assez vite, et ça dure, parfois je dis souvent, je fais des mini-dépressions qui durent quelques heures ou quelques jours, et après je repars tout de suite, et je relativise. Donc après cet événement en janvier, je me dis, voilà, tu es tombé, c'est une mauvaise rencontre, on s'est mal rencontrés, on sait pas, mais ce n'est pas, moi je suis toujours à me dire, ce n'est pas parce que, je trouve qu'on généralise souvent trop, c'est ça le racisme ou deux choses, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise personne que tout le monde est comme ça, ne généralise pas, et on va continuer. Justement, j'avais lu une phrase un jour dans un livre de psychologie qui disait la différence entre l'enfant et l'adulte, l'enfant devant la difficulté souvent renonce et l'adulte persévère. Donc je me suis dit, il faut persévérer. Et j'ai recontacté un autre écrivain en janvier, on s'est vu en février, et je lui ai dit, je me suis fait un peu avoir la première fois, je voudrais bien mener ce projet à terme. Il me dit, oh là là, moi je suis pas comme lui, vous inquiétez pas, avec moi on va faire un contrat. Alors il m'a fait un contrat. Oui, ce que vous n'aviez pas fait avec le premier. Voilà. Et il m'a dit, donc je m'engage contre une très grosse somme d'argent pour moi, mais bon, tant pis, j'ai sacrifié les choses. Et il me dit, je m'engage à vous livrer un manuscrit pour juillet 2011. Il sera livré, je vous accompagnerai même chez un éditeur, je vous trouverai, vous verrez, ça fera même un film, ça sera bon. Alors, je me remets à re-raconter une deuxième fois les choses. Et au bout d'un mois, cet écrivain vient me voir et me dit, excusez-moi, j'ai des problèmes financiers, est-ce que vous, au lieu de me payer en plusieurs chèques, vous pouvez tout me payer d'un coup, ce que je dois. Alors je me dis, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, et voilà, donc je me dis, pourquoi pas, moi je suis d'un naturel gentil et confiant dans la nature humaine, je lui dis, mais pourquoi pas, je lui refais un chèque, et je lui donne l'ensemble de l'argent, je lui dis, de toute façon on a un contrat. Et après, je le revois plus, quasiment plus. Je l'appelle, il est tout le temps, il passe tout le temps sous un pont, il a tout le temps plus de réseau, il est tout le temps sur un quai de gare. Il me voit pendant un mois et plus rien. Et arrive là, ces derniers jours, le moment de me rendre le manuscrit. Il y a 15 jours, je me suis un peu inquiété. Je lui ai dit, mais monsieur,
vous avez que 50% de mon histoire ou 25 ou 30% de mon histoire, comment va-t-on faire pour honorer le contrat et pour être à temps pour la livraison du manuscrit et aller voir un éditeur. Et il m'a dit mais non, mais moi je vous livrerai pas le manuscrit dans les temps, je peux pas, j'ai autre chose à faire, voilà. Et puis il n'appelait pas, je le dérangeais. Alors là, bon, je sais être un peu ferme parfois. Je lui ai dit, écoutez, on a un contrat légalement, vous devez me l'honorer. Et il m'a dit, je lui dis, soit vous me remboursez mon argent, soit vous me rendez un manuscrit. Et il me dit, eh bien non seulement je vais pas vous rembourser cet argent, mais le manuscrit je vais vous le rendre, mais complètement bâclé, quoi, en fait. Et là, c'est la deuxième fois dans l'année que je me prends, bon, je suis solide, hein, mais que je me prends une mauvaise expérience comme ça. Et non, mais là, ça ne va pas. Hein, ça va par pas rapport au contrat, à ce moment-là, il faut voir avec un avocat. Oui, c'est ce que. Il faut en tout cas le menacer de voir un avocat. Hein. Oui. C'est ce que j'ai vu. Qui ne sentent pas comme ça tous les droits, mais enfin ça montre cette histoire d'écrivain. Il va peut-être falloir quand même la arrêter les frais, je crois, Amine. Oui, mais l'écrire moi-même, parce que je me dis maintenant. Peut-être voir avec un écrivain public. Il y a des gens qui pourraient peut-être ou participer à des ateliers. Pourquoi vous ne participeriez pas à des ateliers d'écriture ? Oui, c'est une Parce idée que aussi. Ça alors, je ne sais pas si vous êtes dans quelle région vous êtes, enfin, ou dans. Je suis dans le sud, en fait. Oui, renseignez-vous parce que il y a dans beaucoup de villes maintenant, ça se développe des ateliers d'écriture avec des personnes qui ont une formation, hein, et où il y a une stimulation, une émulation, comme ça, où on apprend à écrire. Oui. Alors où il y a des thèmes, où il y a aussi où ça peut être libre et où parce que c'est difficile le travail d'écriture, écrire seul, mais ces ateliers d'écriture peuvent être de très bonnes. Vous voyez, ça vous donnerait un cadre. Non, là je crois qu'il faut arrêter les frais et en tout cas voir avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, en propriété. Vous voyez qu'il se sente pas comme ça tout puissant. Parce que ça va pas du tout. Dire je vous rembourserai pas et je vais vous le donner, je vais vous faire un truc bâclé parce qu'effectivement, il peut vous donner un truc n'importe quoi et vous dire moi j'ai honoré mon contrat. Mais voilà. Oui. Et c'est surtout, moi, c'est même pas l'argent, c'est que matériel, c'est triste, quoi. Mais c'est surtout humainement de s'être investi. Moi, d'avoir raconté mes histoires quand j'avais 4 ans, quand j'avais 5 ans, quand j'étais petit, ma grand-mère, ceci, cela, enfin toutes ces choses-là, hein, où on s'investit humainement. Avec le cœur, avec la sincérité, et de voir qu'en face, c'est scandaleux. En fait, on a affaire à quelqu'un qui fait du business et c'est scandaleux, oui. Et en fait, alors j'ai voulu écrire moi-même, mais j'ai même contacté des maisons d'édition, mais ils me disent ils ont des exigences de style littéraire. Ben oui, forcément. Mais c'est vrai que le travail d'écriture, pour que ça soit, pour qu'une histoire puisse être entendue, il y a quand même une certaine mise à distance. Mise à distance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais il y a des récits. C'est-à-dire Boris Cyrulnik le dit très bien, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui peuvent être évoquées, parce que justement, il y a cette mise à distance, il y a, sinon, certains récits, certaines souffrances, si elles sont livrées de façon trop crue, comme ça l'est parfois comme ça l'est souvent d'ailleurs dans les cabinets des thérapeutes, parce que là, on parle vrai dans le cabinet d'un thérapeute, hein, on romance pas les choses évidemment. Ça ne pourrait pas être entendu par tout le monde. Alors que lorsque il y a ce travail d'écriture, que ça soit dans un livre, dans un roman ou dans de la poésie, là ça peut être entendu parce qu'il y a déjà une distanciation, qui rend les choses audibles. Donc vous avez raison de dire ça se travaille, ça se modèle, mais peut-être en songeant plutôt aux ateliers d'écriture et puis là plutôt contacter, je vous dis, un avocat. Hein. Oui, c'est
prévu. Ça aussi, parce que c'est pas normal. La réaction que c'est terrible de cette âpreté du gain là. Oui. Et surtout, je suis très étonné que ce soit des gens qui ont pignon sur rue, qui sont des noms connus, qui fassent des choses comme ça. Je me dis, mais moi, je vais en toute confiance en me disant, mais après, c'est la vie. C'est d'autant plus choquant, oui. Oui. C'est d'autant plus choquant, oui. Je suis d'accord avec vous, mais que ça ne vous... C'est pas grave, je vais... Justement, ça va... Peut-être que moi, je me dis toujours d'une mauvaise expérience, on en tire toujours le positif. Moi, je veux toujours positiver et croire. Et je me dis, peut-être que finalement, le livre que je vais écrire moi-même sera encore mieux, parce que j'aurai... C'est possible, parce que vous y mettrez vraiment la vôtre... ça sera vous. Oui. Ça sera pas la voix d'un autre. Oui. Et puis c'est vrai, comme on dit, juste termine par un mot, comme on dit dans cette culture algérienne que j'ai découvert sur le tard, le mektoub, le destin, c'était pas le mektoub. Je me dis, c'était pas, j'aurais pas dû à ce moment-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est peut-être aussi quand les choses se font pas, c'est peut-être qu'il y a des fois, je me dis qu'il y a des raisons, enfin qu'elles ne se fassent pas, ou c'est parfois un mal pour un bien finalement. Mais bon, peut-être que pour le moment, vous avez c'est un peu compliqué, mais c'est déjà bien que vous envisagiez l'avenir. C'est ce que dit le subversif, qui dit: la dureté des mots, c'est votre douleur, celle de votre histoire que vous êtes en train d'extraire. Bergson le dit: l'obstacle de la matière valorise. Et puis Isaac qui dit: l'écriture peut en effet avoir une vertu thérapeutique, néanmoins ce n'est pas une psychothérapie dans le sens où vous n'avez pas le point de vue d'un professionnel. Prenez le temps de faire un vrai travail, construire rigoureux, ça vous aiderait aussi. Très bon courage à vous. Je voulais également vous dire que la fiction permet également de ne pas écrire à la première personne, mais vous pouvez aussi vous décider d'écrire à la première personne. Si votre plume autobiographique, ajoute-t-il, est trop douloureuse, vous pouvez aussi créer un personnage qui vous ressemble et vous verrez que vous pourrez dépasser la plupart de vos craintes. Peut-être que vous voyez, dans ces ateliers d'écriture, on peut vous proposer des choses comme ça. Oui. C'est une très bonne idée. Ouais. De creuser comme ça, justement, Et puis voilà, c'était pour. Je vous remercie beaucoup. Je suis un peu ému parce que je suis un émotif. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite en tout cas. D'accord, je vous remercie. Au revoir, Amine. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Ah, quelle merveille, Claude Nougaro, Toulouse, magnifique, une ville chère à mon cœur. Et puis alors, la ligne Paris-Toulouse, je la connais par cœur et je vais la prendre très très prochainement. Allez, on va accueillir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Frédéric. Je suis un peu ému et puis vous veniez de parler de la ligne Paris-Toulouse. Oui. Que j'ai côtoyé pendant un certain temps. J'ai pris cette ligne pendant un an, un peu plus d'un an, quoi. Oui. Et justement, de là, j'ai connu une histoire un peu incroyable avec qui j'ai vécu avec une personne qui était justement pas loin de Toulouse, du côté de Montauban. Oui. Et moi, de la région parisienne. Oui. Donc, on s'est rencontrés de ça il y a un peu plus d'un an. Et donc vous alliez la voir régulièrement? Voilà, je descendais tous les mois, à peu près 5 jours par rapport à mon travail qui me permettait d'avoir pas mal de jours de récup. Donc moi je m'accordais par rapport à son emploi du temps qui est plutôt dans le domaine hospitalier, et puis moi dans mon domaine ça posait pas un réel problème. Et donc on avait plein de projets, et il y a 3 semaines à peu près, ça fera plutôt un mois, elle m'annonce comme ça qu'elle me quitte, que c'est fini, et qu'elle veut arrêter là. Donc j'étais là
au téléphone, enfin, pour faire mes courses. Et elle me dit, bon, écoute, ça va pas, je suis pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il faut qu'on arrête, ça va plus entre nous, il y a trop de différences. Donc déjà, je dis, mais c'est flou, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Avoir des différences, des fois, ça apporte, je veux dire, on est tous différents, et bon, c'est pour ça que les personnes vous quittent, et puis surtout au bout d'un an, hein, c'est pas au bout d'un an qu'on s'aperçoit qu'on est différent à ce point-là, quoi. Surtout qu'il n'y avait aucun signe annonciateur, et là, sans préavis, elle me balance ça comme ça, simplement, à 2 semaines des vacances où on devait partir ensemble. Vous deviez partir là cet été? Oui, on devait partir du côté de Perpignan. Donc j'avais pris mes billets et tout, j'avais tout préparé, et là, changement de cap, 180 degrés, virage. Et sur le coup, j'ai pas trop réagi, donc j'ai dit bon, ouais, j'étais un peu estomaqué. Bon. Oui. Et elle est partie en vacances, donc 3 semaines après, déjà j'étais 2 semaines après, j'ai commencé à réaliser, quoi. C'est comme une chute où on sent pas le coup, et après on commence à se regarder puis dire tiens, bon, il y a ça, on est un peu en vrac. Et là j'ai dit, et c'est là que j'ai réalisé que j'étais tout seul, quoi, que c'était un abandon, quoi. Elle m'avait abandonné, elle m'avait jeté comme ça, largué comme une vieille chaussette, quoi, comme rien. Et quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'étais pas sûr qu'elle me réponde, elle me dit je reviens de vacances, comme si elle me racontait une histoire sa journée. Donc elle me dit ça va, déjà la chose très délicate. Dans l'état où j'étais, ça pouvait pas mieux caler, oui, c'est sûr. Et elle me dit je t'enverrai tes affaires, je te renverrai tes affaires, quoi, parce que j'avais des affaires chez elle, des affaires justement de plus qu'elle m'avait offert, quoi. Et bon, j'ai essayé de dialoguer avec elle, pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais rien n'a y fait. C'est une femme assez déterminée, têtue, et je veux dire, quand elle part sur quelque chose, elle change pas d'avis sans même réfléchir, quoi. C'est-à-dire que... Oui, elle ne vous a pas donné d'explication, finalement, en quoi vous étiez trop différents, qu'est-ce qui... qu'elle appréhendait nos vacances ensemble, qu'on allait se disputer pour... vous vous disputiez Oui, mais c'était comme tout couple, si on se disputait... Oui, alors peut-être que vous êtes en train de banaliser, mais peut-être que ces disputes lui pesaient, c'est-à-dire... Non, parce que c'était pour qu'elle appréhende comme ça les vacances. Pour appréhender les vacances, c'est surtout que moi je voyais rien arriver. Oui, non, ça je comprends, hein, je comprends, Frédéric, que vous êtes sidéré, que ça vous est tombé dessus, mais elle vous parle de ces vacances que vous attendiez avec beaucoup d'enthousiasme. Elle vous dit qu'elle les appréhendait et qu'elle appréhendait des disputes. Alors vous, ces disputes, vous dites bon, c'est comme tout couple, et donc moi je vous demande si vous vous disputiez souvent. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ces disputes? C'était à propos de quoi alors? C'était sur un avis. On avait un avis différent sur une chose. Quand elle me disait tiens, il faut peut-être ranger les choses dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Moi, je suis un peu plus... elle qui est beaucoup plus vivace, dynamique. Moi, pas nonchalant, mais plus... elle m'a dit... Elle est très ordonnée, elle? Ordonnée, et puis assez tous les jours, je veux dire, elle a pas une fusion, je dirais, mais elle est très proche entre sa famille, ses parents, sa famille, et beaucoup ses amis. Moi, quand je l'ai rencontrée, que je suis descendu là-bas, je connaissais personne, ni d'elle, donc j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe, et j'étais un peu frustré. Elle m'a mis à l'aise, j'ai connu des personnes super sympas. Ils m'ont adopté, quoi, et tout se passait bien, et ils m'ont dit elle le mérite bien, ces histoires ça durait 1 mois, 6 mois, et avec toi ça fait 1 an que ça dure, donc voilà, je veux dire,
dire, ça passait très bien par rapport à ça, avec ses parents, avec ses amis, avec tout le monde. Je passais partout, quoi. Il n'y avait pas de... Et je veux dire, là, elle a tout gâché, je dirais, parce qu'en plus de ça, on était dans la perspective de... Moi, je n'avais pas grand-chose à quitter ici. Mon travail, je le trouvais là-bas par un poste dans la fonction publique en détachement. Et elle avait fait les démarches, parce qu'elle connaissait quelqu'un de placé, elle connaissait le maire, elle connaissait... j'avais plusieurs... on pouvait avoir plusieurs ressources de façon à trouver quelque chose en attendant, même si ça ne me correspondait pas. Donc, on a fait les CV ensemble, elle a fait les CV, elle a fait les lettres, on a fait le courrier, elle a tout. Et là, je veux dire, elle arrête tout d'un seul coup. Je veux dire, pourquoi? C'est elle qui a pris la décision. Elle m'a demandé. Moi, j'ai dit, oui, j'aimerais bien venir. Voilà, même si c'était peut-être précipité par rapport à... Sur un an, il aurait peut-être fallu attendre un peu plus, mais je sais pas. Mais en tout cas, elle a complètement changé. Et ça, je me dis, c'est une face cachée comme que je ne connaissais pas, quoi. Elle m'a montré quelque chose d'inconnu, quoi. C'était pas elle. Et là, vraiment, quand elle m'a dit oui, tu me connais pas, oui, on connaît pas vraiment les gens. Oui, peut-être. Même depuis 10 ans. Il y avait, heureusement qu'on ne connaît pas tout de l'autre, qu'il y a toujours une part de l'autre qui nous échappe. Qui parfois. Là, c'est pas, c'est vous tombez de haut. C'est brutal. Je trouve que c'est brutal, cruel, bien sûr. C'est cruel parce que elle m'a tout. J'ai tout perdu là-bas. J'ai perdu que j'étais. Non. J'étais un peu attaché là-bas, donc Vous étiez attaché aussi à sa famille, les amis que vous aviez rencontrés. Les amis, puis la région, parce que j'étais tombé aussi au amoureux de la région, Paris, j'en avais un peu marre. Donc c'était pour refaire refaire ma vie. Donc évidemment, là, il y a une partie de moi qui est restée là-bas, un peu comme amputée, parce que je suis encore là-bas. Je me vois encore là-bas. Et quand elle m'a dit, mais t'as pas à culpabiliser, ça vient pas de toi, c'est moi, quoi. Oui, elle a raison. C'est pas ça qui a apaisé ma douleur, mais c'est normal. C'est trop récent. Je veux dire, pourquoi avoir fait autant de projets comme ça, de plans sur la d'images parce qu'elle avait envie d'y croire à ce moment-là. Mais oui, mais dans ce cas-là, pourquoi on aurait pu en parler? Je lui ai dit, on aurait pu en parler, de voir un thérapeute. Parce que je pense que ce qui vous paraissait à ce moment-là anodin, toutes ces petites différences que vous évoquez, elle a eu peur, à un moment lui ont paru à elle trop importantes. Ben oui, mais moi, elle m'a fait paraître... Je veux dire, elle m'a déroulé le tapis. Mais oui, et vous prenez les pieds dans le tapis. Mais c'est-à-dire qu'elle a tiré le tapis, quoi. Et moi, j'avais tout sur les bras, et je me prends une gamelle, mais en plus de ça, dans mon amour-propre, dans ma dignité, l'amour-propre, on s'en relève, hein. On s'en relève, mais là, il faudrait carrément c'est pas des béquilles, il faut... Mais Frédéric, attendez, ça fait un mois. Ça fait un mois, vous ne pouvez pas demander aussi au bout d'un mois de vous sentir d'être bien, c'est normal. Mais elle fait pas. Quand je l'ai au téléphone, elle était plutôt posée, bien, déterminée. Mais Frédéric, c'est dans du marbre. Mais Frédéric, c'est elle qui a pris la décision de rompre. Oui, mais par téléphone, j'ai trouvé qu'on aurait pu se voir, en discuter. Moi, j'ai même pensé à descendre et quelqu'un m'a dit vas-y, tu frappes chez elle, Non, je pense pas. Moi, je me dis que c'est pas la solution. Non, c'était pas un bon conseil à vous donner parce que... J'ai eu tous les conseils, hein, vous savez, on m'a donné dans tous les sens. Oui, ça j'imagine, les gens se projettent beaucoup dans ces cas-là. Et je pense que ça ne servirait à rien. Elle pourrait se sentir agressée, que vous ne respectiez pas sa décision. Oui, c'est pour ça. Vous, évidemment, vous êtes malheureux de cette décision. C'est très douloureux parce que vous vous êtes beaucoup investi, vous vous projetiez dans l'avenir. Donc là, ça s'arrête et vous ne. Ça s'arrête brutalement, pas. Brutalement. Après, là, je veux dire, c'est ça qui est. Je veux dire, on discute, elle m'aurait dit ça là-bas ou après les vacances, je lui ai dit on fait un break. Oui, c'est les vacances qui ont précipité les choses, c'est la perspective de certainement, d'après ce que vous dites, d'après ce qu'elle vous dit en tout cas. C'est la perspective de passer. Vous deviez partir combien de temps?
2 semaines, et puis après je restais une semaine sur le côté de Montauban, quoi. Oui, donc 3 semaines ensemble, et c'est cette perspective-là, semble-t-il, qui a dû provoquer une peur et peut-être de se dire que, bon, tant que vous voyez des week-ends, des week-ends ça allait, mais peut-être la perspective de passer du temps comme ça, 3 semaines ensemble, là, on l'avait déjà fait, c'était compliqué. Mais vous savez, c'est surtout parce que tous les jours, moi quand je venais, tous les jours on sortait, tous les jours on allait soit voir la famille, la grand-mère, la tante, ou des amis qui venaient, donc c'était animé, quoi. Je peux pas dire le contraire, hein. Moi je partais à l'aventure avec elle, j'étais pas pantouflard à la maison et à me dire. Et elle me dit ça fait partie de moi, donc je l'accepte, je l'ai accepté, j'ai pas dit non, on reste tous les deux, mais c'est pas que c'était pesant, mais je m'aperçois elle est plus dans ses relations, parce que j'ai parlé avec son amie, elle me dit toutes ces relations qu'elle a eues, ça n'a pas duré, à part son ex qui est parti, qu'il a abandonné, mais depuis elle a eu des relations comme ça qui ont duré. Elle a quel âge cette 45 ans. 45 ans. Et elle a un garçon de 21 ans. Et vous? Moi j'ai 42 ans. 42 ans, oui. Donc depuis cette rupture, elle n'a pas de relation suivie. Non, et puis elle est pas là, ça fait un an, mais vous voyez les week-ends, quoi, une fois par mois. Voilà, et puis là, bon, je sais qu'elle n'est pas partie pour un autre que moi, mais à cause de moi. Elle n'est pas tous les week-ends, d'ailleurs, une fois par mois. Voilà, mais bon, c'était quand même intense, et puis on en profitait quand même à chaque fois. Hein. Oui. Et là, je suis dans l'incompréhension, parce que je ne m'attendais pas à avoir une... Mais elle vous le dit, ce n'est pas lié à vous. C'est peut-être effectivement sa problématique à elle qui n'est pas prête à s'investir, à s'engager, ne serait-ce que pour un temps de vacances. C'est fou, parce que je me dis, mais si elle ne s'attache pas à moi, je veux dire, pendant ces 1 an... Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas attachée à vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été amoureuse de vous. Il ne faut pas tout jeter, Frédéric. Non, mais c'est là vous êtes. Bon, on sent votre émotion, elle est palpable, mais ça ne simplement. Bon, cette perspective devait l'angoisser. Bah oui, parce qu'elle a dit on a parlé à son ami en disant, je suis un peu soulagé, quoi. Oui. Donc c'est dur pour moi. C'est dur pour vous. Moi, parce que j'ai l'impression d'être rien du tout, un fardeau. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Là, vous étiez plus bas que bas, quoi. Non, mais c'est pas. Ça n'a pas été le cas lorsque vous aviez cette relation avec elle. Elle était heureuse de vous voir et elle était bien avec vous. Simplement, il y a eu un moment où, au bout d'1 an, c'est aussi dans la durée. Cette relation commence à s'installer dans la durée. 1 an. On est dans une relation qui commence à être dans une relation suivie. C'est là où, d'ailleurs, vous commenciez à faire des projets. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Que va devenir cette relation? Oui, mais justement, mais Frédéric, justement, à ce moment-là de la relation, eh bien, là où on commence à faire des projets, où on peut se dire, c'est là où elle s'est dit, elle en avait peut-être le désir, mais entre le désir qu'elle en avait et la capacité à le réaliser, il y a peut-être un hiatus. Et donc, comme elle vous le dit, ce n'est pas lié à vous, mais c'est peut-être lié à sa problématique à elle. Oui, mais je veux dire, j'ai beaucoup de colère, de haine. Oui, mais ça. Alors, ça va. Il faut vous donner du temps, Frédéric. Ça, je ne peux que vous dire, donnez-vous du temps. Ça fait 1 mois et c'est normal que dans 1 mois vous ayez tous ces sentiments qui vous traversent. Et alors, il faut que vous en parliez. Un peu autour de vous. À peu près 2 semaines comme ça, terré chez moi comme un animal blessé, en train de penser mes plaies. Et puis ça va. Non. Il faut que vous en parliez au contraire, et peut-être si vous êtes aussi mal. Depuis 5 jours, j'ai perdu 5 kilos. Allez voir quelqu'un pour en parler un petit peu, si ça vous met. Médecin, oui, allez voir votre médecin quand même pour en parler un petit peu là.
pour vous apaiser et ne restez pas comme ça dans cet état, parce que rester terré chez vous n'est pas non plus la solution. Allez voir votre médecin et allez un petit peu parler de ce mal-être. Bon courage à vous. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Adele, Set Fire to the Rain. Des messages pour Frédéric. Cathy qui dit « Peu importe les raisons de cette femme, on ne rompt pas par téléphone ». Et puis Eridan qui dit « Courage à vous, vous avez la voix d'un tendre ». Bonsoir Nadia. Non, moi je voulais juste rebondir sur le témoignage d'Amine tout à l'heure. Oui. Et je voulais lui dire que moi j'ai écrit mon histoire toute seule comme une grande. Et que c'est possible. Ceci dit, ça m'a pris du temps parce qu'il y avait des blocages et voilà, c'est difficile d'écrire son histoire. Mais d'après ce qu'il a dit et les mésaventures qu'il a eues 2 fois de suite, je pense qu'effectivement il était très positif et qu'il en a tiré des leçons. Et effectivement, c'est sans doute pour lui dire qu'il faut qu'il ose lui-même et que s'il le souhaite. Voilà, moi je peux en parler avec lui hors antenne. Vous seriez d'accord pour que l'on communique vos coordonnées à Amine ? Oui, bien sûr. Oui, comment pour lui dire comment vous avez fait pour lui parler un petit peu de ce processus. C'est très gentil de votre part. Voilà, et moi aussi je suis d'origine algérienne, donc voilà, c'est une histoire compliquée aussi entre les 2 pays. Donc voilà, je me suis dit que quelquefois, on a juste besoin d'un coup de pouce. D'une main tendue, oui, parce que là, il a pas eu de... Non, c'est vraiment... d'autant plus quelqu'un qui vient se confier une histoire... aussi intime, c'est d'autant plus violent, je trouve. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça, c'est-à-dire. Et je voulais juste lui rappeler que Mektoub en arabe, ça veut dire destin, mais ça veut dire aussi ce qui s'écrit. Ah, voilà. Oui. Donc. oui, c'est particulièrement symbolique. Oui. Donc voilà, s'il le souhaite, on peut en parler hors antenne et. Voilà, il peut. Écoutez, je pense que Amine serait certainement très très touché, donc on pourra bien évidemment, on va voir à ce moment-là, Quentin va rappeler Amine ou vous mettre en relation. S'il le souhaite. Oui, s'il le souhaite, bien sûr. Je pense que ça pourrait tout à fait. C'est important d'avoir des soutiens. Il y a Chaudron de la Barque d'ailleurs qui avait envoyé un petit message en disant qu'il avait trouvé aussi son histoire très touchante, en disant qu'il n'avait pas eu de chance dans ses rencontres littéraires, que ces gens étaient très malhonnêtes, en disant soyez plus vigilants, gardez votre argent et si vous le souhaitez, nous pouvons échanger par mail. Je viens de voir aussi ça. Mirabel qui dit il a suffisamment d'intelligence et de sensibilité pour écrire lui-même son histoire. S'il ne trouve pas d'atelier d'écriture dans le Sud, ceux-ci sont communs au Québec où il sera soutenu par un professeur d'université. Ce type de cours est courant et son histoire intéressera forcément. Et moi, je veux bien l'aider. Écoutez, ça c'est vraiment je vous remercie vraiment. Il y a Jeanne aussi qui dit il est honteux de voir l'attitude de ces personnes envers ceux qui ne font pas partie du sérail. Mais surtout gardez confiance en vous et lancez-vous si vous en avez envie. Cela va vous donner des forces et de l'inspiration. Et il y avait Natou qui disait faites attention quand même aux prochains livres qu'ils vont sortir. Oui, parce que c'est un peu le risque de dire j'espère qu'ils vont pas les utiliser dans leur prochain livre, l'histoire d'Amine. Exactement. Non, il manquerait plus que ça. C'est pour ça là il y a quand même un contrat au moins avec donc il faut qu'il soit très vigilant là-dessus. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup de votre soutien. Ne raccrochez pas. Du coup, Nadia, on va vous mettre en relation. On va voir en tout cas avec Quentin ce qu'il en est. Et puis encore merci pour votre émission et votre écoute. C'est moi qui vous remercie. Humaine. Merci. Profondément intelligente. Merci beaucoup Nadia. Au revoir. Et bonnes vacances. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des informations, présentée par Vincent Giraldo.